Maintenant que tu as vu la séquence d'introduction aux produits scalaires, il est très important de passer à l'étude des propriétés mathématiques du produit scalaire. Tu peux bien imaginer que pour maîtriser le produit scalaire dans ces domaines des sciences, il est évident qu'il faut en maîtriser les propriétés, il faut le comprendre à fond. Ok, donc c'est ce que je te propose dans cette séquence, et tu verras d'ailleurs qu'à la fin de cette séquence, je pourrai utiliser le produit scalaire comme outil mathématique pour résoudre des petits problèmes de géométrie. Tu verras que le produit scalaire apparaît effectivement comme un outil très pratique. Donc voilà, je vais commencer par un petit récapitulatif ici. Qu'est-ce que le produit scalaire de deux vecteurs A et B? Eh bien, c'est tout simplement le produit de leur longueur, A, B, de leur module, plus exactement, le tout multiplié par le cosinus de l'angle qu'ils forment ici entre eux, l'angle θ. Voilà, ça c'est ce qu'on pourrait appeler l'écriture géométrique ou trigonométrique du produit scalaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'implique que des distances et des angles. Ce sont bien des données de type géométrique. Mais on peut également passer à l'écriture algébrique du produit scalaire qu'on obtient tout simplement en explicitant le produit scalaire en termes des composantes de vecteurs. Je suppose donc que les vecteurs maintenant ont des composantes connues. Voilà, j'ai un repère cartésien qui me permet effectivement de représenter ce vecteur en termes de ses composantes, AX et AY pour le vecteur A, BX et BY pour le vecteur B. Donc voilà, le produit scalaire peut prendre donc cette notation-ci, et on sait que le résultat est tout simplement donné par la somme des produits des composantes prises 2 à 2, AXBX plus AYBY. Ça, c'est l'écriture algébrique du produit scalaire. Il n'y a que des quantités algébriques, des produits, des sommes. Voilà, tu comprends les deux terminologies. Elles sont importantes à avoir à l'esprit parce que ce sont deux manières complémentaires d'exprimer le produit scalaire qui peuvent être utiles donc pour résoudre des problèmes. On utilisera l'une ou l'autre, ou les deux, selon le problème qu'on a à résoudre. Voilà. Alors, la première question que je vais me poser ici, c'est que donne le produit de B par A? Ici, je fais le produit de A par B. Maintenant, je propose de faire le produit de B par A. Donc, tu vois que j'ai remplacé A par B et B par A. A est maintenant le deuxième vecteur du produit. Donc, je dois faire la même chose ici, forcément. Ici, j'ai la définition du produit scalaire. On voit clairement que B joue le rôle de A, que A joue le rôle de B. Et donc, je dois forcément écrire ici B fois A fois le cosinus de θ. B fois A fois cosinus de θ, voilà, on peut facilement transformer ceci en tenant compte de la commutativité du produit de deux nombres réels. Deux nombres réels sont commutatifs en produit, donc le produit de nombres réels est commutatif, et donc je peux remplacer A par B et B par A, je peux interchanger la position de A et de B. Et j'aurai donc ici, à la place de B fois A, je peux très bien avoir A fois B fois le cosinus de θ. Et que ce que j'ai ici, je retrouve l'expression de A fois B. Et donc on voit qu'il n'y a absolument aucune différence possible à faire donc, entre A fois B et B fois A. Autrement dit, le produit scalaire est tout simplement commutatif. Alors voilà, ça, malgré tout, ça pourrait quand même laisser un doute, parce que quand je fais ici le produit de A par B, on y voit ici, je peux l'interpréter comme étant la projection de B sur A. Le B cosinus θ ici, c'est tout simplement la projection de B ici dans la direction de A. C'est une certaine longueur sur le vecteur A ici, c'est la projection cosinus de B. Et on voit donc que je considère θ dans un sens. Ici, θ est représenté dans le sens trigonométrique, donc on pourrait considérer que θ est positif. Très bien. Si maintenant je considère l'autre écriture ici, A cosinus θ, dans A cosinus θ, on pourrait considérer qu'il s'agit de la projection de A sur B. La projection de A sur B. A fois le cosinus de θ, je dois bien prendre la projection perpendiculaire ici, j'obtiendrai une certaine longueur ici, qui sera bien A cosinus θ. Et là, tu vois que quand je fais ça, je prends θ dans l'autre sens. Et donc, quand on prend l'angle dans le sens qui n'est pas le sens trigonométrique, il faudrait peut-être en tenir compte de son signe. Le signe de θ est ici négatif. Et donc on pourrait avoir un doute. On pourrait avoir un doute ici sur le fait qu'il faudrait peut-être utiliser l'angle moins θ. Ici, l'angle θ est l'angle moins θ.
Voilà, c'est ce que je mets ici. On remet donc ce résultat-ci en doute en se disant, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser l'angle moins θ dans un cas ou dans l'autre? Et voilà, hein, que donnerait ceci si je remplaçais θ par moins θ? Eh bien, la réponse est toute simple, bien sûr, tu as déjà la réponse probablement. Hein, on sait que le cosinus de l'angle θ sera égal au cosinus de l'angle moins θ. Hein, le cosinus, c'est tout simplement la projection horizontale ici du segment de droite qu'on a ici. Pour l'angle θ, c'est ce segment de droite-là. Pour l'angle moins θ, c'est ce segment de droite-là. Ils ont tous les deux, bien sûr, la même projection horizontale. Le cosinus est une fonction qui est paire. Hein, le cosinus de moins θ, c'est égal au cosinus de θ. Et on voit donc que ça ne change rien. On peut donc bien dire hein, que b fois a est bien égal à a fois b, parce que même si j'avais tenu compte du renversement du signe de θ ici, ben le cosinus de moins θ étant égal au cosinus de θ, ça ne change rien. Voilà, on peut donc bien conclure hein, que le produit scalaire est commutatif. Et je te propose de le voir ici avec la forme algébrique du produit scalaire. Avec la forme algébrique, ben, ça va être très simple. B fois A, ben, si je remplace ici A par B et B par A, ben, je suis forcé de dire que le produit de B fois A, c'est BX AX plutôt que AX BX, plus BY AY plutôt que AY BY. Mais de nouveau, on sait que de nombres réels en produit donc, peuvent être interchangés. Le produit de nombres réels est tout simplement commutatif, et donc je peux interchanger ceci, ce que je fais sans tarder, et j'obtiens bien ici l'écriture du produit scalaire de A par B. Et donc je vois bien que B fois A, grâce à la commutativité du produit de nombres réels, eh bien, est égal à A fois B, c'est-à-dire que le produit scalaire lui-même est commutatif. Voilà, ici il n'y a pas de discussion avec θ, on voit bien qu'il n'intervient pas. Hein, donc ce que j'ai dit tout à l'heure avec le signe de θ ici est tout à fait cohérent. Ici on n'a même pas besoin de le discuter, la forme algébrique est pour ça plus pratique. On voit tout simplement que B fois A est égal à A fois B grâce à la commutativité du produit de nombres réels. Voilà, on peut donc continuer. Maintenant je vais analyser la distributivité du produit scalaire. Hein, ce que je considère ici, c'est un troisième vecteur C que je vais représenter ici par exemple. Je considère la somme de B avec C, c'est donc le vecteur ici que je considère. Voilà, je vais faire le produit de A avec le vecteur donc B plus C, qui est le vecteur noir ici. Alors, les composantes du vecteur B plus C, je les ai déjà écrites ici. Ça tu connais, hein, tu connais la somme de deux vecteurs. Tu sais qu'il s'agit tout simplement de sommer les composantes 2 à 2. Ce seront les composantes Bx plus Cx. Et pour Y, j'aurai la composante By plus Cy. Hein, tout ça, c'est bien connu, bien entendu. Alors, avec ça, je peux forcément distribuer. Je peux dire que c'est AXBX plus AXCX plus AYBY plus AYCY. J'ai tout simplement distribué dans les parenthèses. Ce n'est pas bien compliqué. Et puis, ici, je vais intervertir pour regrouper les produits A, B entre eux. Voilà, je vais intervertir ceci, c'est ce que je dis ici. Le AYBY, je l'ai écrit ici, pour reconnaître ici le produit scalaire de A avec B. Et pour reconnaître ici le produit scalaire de A avec C. AXCX plus AYCY, c'est effectivement le produit scalaire de A avec C. Et on a donc arrivé à notre conclusion. Le produit scalaire est bien distributif. Je peux bien distribuer A dans la parenthèse ici pour dire que le produit de A avec le vecteur B plus C, c'est tout simplement la somme des produits de A par B et de A par C. Voilà, hein, c'est très facile à démontrer. On a utilisé pour ça l'écriture algébrique du produit scalaire. Voilà, maintenant, on pourrait aller vers une autre propriété qui est toujours analogue donc, à ce qu'on fait avec les nombres, c'est la propriété d'associativité. Est-ce que le produit scalaire est associatif comme le produit l'est avec les nombres réels? Voilà, on va analyser ça. Hein. Est-ce que A fois B fois C peut être égal à A fois B pris isolément le tout fois C? Et est-ce que ceci est encore égal à A fois B fois C? C'est ce qu'on appelle donc l'associativité. Alors là, la discussion sera assez vite finie. Hein, on a ici A fois B qui donne A fois B fois le cosinus de θ. J'applique la définition du produit scalaire de A par B. Et ici, je vois que j'ai fois C.
Et là, on est un petit peu perdu, bien sûr, parce qu'on s'attend, bien sûr, ici à avoir un produit scalaire. Or, le produit scalaire ne peut pas se faire avec un nombre et un vecteur. Le produit scalaire concerne des vecteurs. Il faut bien comprendre ça. Ici, j'ai un nombre fois un vecteur. C'est donc un réel fois un vecteur, et ça, on sait bien que ça va tout simplement donner... on peut tout simplement obtenir le résultat en multipliant les composantes du vecteur par le nombre. Si ce nombre-ci vaut 2, par exemple, on va obtenir 2 fois c, c'est le vecteur c, 2 fois plus grand. Okay, donc ça n'a rien à voir avec le produit scalaire. Donc on voit que ceci n'a tout simplement pas de sens. Ce problème n'a pas de sens. On ne peut pas multiplier 3 vecteurs scalairement entre eux. Ça n'a pas de sens. Et donc, ce n'est certainement pas distributif non plus, bien sûr. Si je fais ceci, b fois c va donner un certain nombre. Je devrais effacer le point qui est ici parce que ce n'est pas un produit scalaire que j'aurai. J'aurai un nombre fois un vecteur. Et ce nombre fois ce vecteur a ne sera certainement pas égal à ce nombre fois le vecteur c. Les vecteurs a et c ne sont pas dans la même direction, donc j'aurai certainement pas égalité. Bref, il est hors de question de même se poser la question de l'associativité du produit scalaire. On ne peut pas multiplier 3 vecteurs entre eux scalairement. J'espère que c'est bien clair pour toi ceci. Ça montre la subtilité du produit scalaire. Il ne faut pas oublier que le produit scalaire implique 2 vecteurs ici pour donner un nombre. Et on voit que ça pose certains problèmes. Quelquefois, tu serais peut-être tenté de calculer le produit scalaire de 3 vecteurs. Eh bien non, ça n'a aucun sens. Retiens bien ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on ne pourra pas non plus diviser par un vecteur. Ici, on pourrait être tenté de se dire, pour résoudre certains problèmes, admettons que tu cherches le vecteur A dans un problème, que tu connais le produit scalaire de A avec le vecteur B, donc tu connais ce nombre-là. Connaissant le vecteur B, tu te dis, ah ben chouette, je vais trouver le vecteur A en divisant par B. Le vecteur A, effectivement, si je divise à gauche et à droite par B, je vais obtenir ceci. Eh bien, on peut montrer que ça n'a aucun sens. Alors, je ne vais pas te le démontrer ici. Je vais consacrer une séquence spéciale à ça. Ce sera une séquence assez courte, mais néanmoins, elle est nécessaire. Ce n'est pas si facile de bien comprendre pourquoi on ne peut pas diviser par un vecteur. Mais c'est du même ordre que ceci, en fait. Ça n'a tout simplement pas de sens. Tu comprendras ça donc dans la séquence. On ne peut pas diviser par un vecteur. Voilà. On peut donc maintenant passer à la suite. Je vais prendre un cas particulier. Comme tu l'as vu, j'ai pris le cas particulier de B qui devient égal à A. Quand B est égal à A, je vais remplacer B par A tout simplement. Et donc j'aurai ici A fois A. Voilà, c'est écrit ici, fois le cosinus de θ, mais qui est devenu θ bien sûr. Tu as vu le vecteur B qui s'est rapproché de A. Forcément, l'angle entre eux est devenu nul. Le θ que je dois écrire ici, c'est tout simplement 0 maintenant. Et le cosinus de 0, c'est 1. Et donc je récupère bien ici A fois A, c'est-à-dire A carré. Alors si j'utilise la notation des modules, j'aurai le module de A carré, qui est une notation plus rigoureuse que celle-ci, je te le rappelle. Voilà. Donc je vois que le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, ça donne tout simplement le module au carré de ce vecteur. Ça donne le module carré donc du vecteur. Donc voilà, on peut un petit peu analyser ça à partir... Oui, c'est ça. D'abord, une petite remarque ici sur une notation que tu serais peut-être tenté d'avoir. On a ici A en produit avec A. On serait tenté d'écrire ça comme étant A carré, du coup. Eh bien, je te déconseille de faire ça, même si on pourrait dire que ceci représente bien A fois A. En réalité, ici, on ne sait pas très bien quelle opération on fait sur le vecteur. Est-ce que c'est un produit scalaire? Est-ce que c'est autre chose? Bref. Il faut être méfiant avec ça. Tu as vu, par exemple, qu'on ne peut pas multiplier 3 fois, on ne peut pas multiplier 3 vecteurs entre eux. Donc ici, on pourrait être tenté de dire que A cube existe en écrivant ceci. Si A carré existe, A cube existe aussi. Or, on sait qu'on ne peut pas multiplier 3 vecteurs scalairement entre eux. Ça n'a pas de sens. Donc, je te déconseille d'écrire ça, tout simplement. Il ne faut pas banaliser le produit scalaire. Il ne faut pas considérer que c'est comme le produit de nombres qui a des propriétés donc très différentes du produit scalaire. Voilà, donc je te déconseille cette écriture-là. Il vaut mieux, quand tu as le produit scalaire d'un vecteur par lui-même, de l'écrire comme ceci et de bien comprendre que le résultat, c'est le carré du module de ce vecteur. Voilà, alors on va un petit peu analyser ça à l'aide de l'expression algébrique du produit scalaire. J'ai AXBX plus AYBY. Si A est égal à B, je remplace forcément B par A.
et j'ai ici AX fois AX plus AY, et j'ai donc AX carré plus AY carré. Et ceci, je fais une petite parenthèse ici, j'en profite pour te rappeler ce que c'est que le module d'un vecteur. Le module au carré d'un vecteur, on l'a ici, on voit que c'est AX carré plus AY carré. J'ai ici deux expressions identiques, le produit scalaire de A avec A. Je vois que d'une part, c'est le module du vecteur au carré, et d'autre part, je vois que c'est AX carré plus AY carré. Ça me fait tout simplement dire que le module d'un vecteur au carré, c'est-à-dire le petit a carré que j'avais ici, c'est ax carré plus ay carré. Et si je prends la racine de ça, je vois que le module d'un vecteur est tout simplement donné par la racine de ax carré plus ay carré. Et ça, tu vois bien ce que c'est, bien sûr, tu te rappelles, c'est tout simplement le théorème de Pythagore. J'ai ici le théorème de Pythagore, puisque on sait que a, ou le a en module ici, c'est la longueur du vecteur a, et on voit que cette longueur, qui est l'hypoténuse, sera bien donnée par la racine de la somme des carrés des côtés ici du triangle rectangle. AX carré plus AY au carré, le tout pris en racine, c'est bien le A, c'est bien Pythagore, qu'on a redémontré ici à partir du produit scalaire, exprimé de manière géométrique d'une part et de manière algébrique de l'autre. Voilà, donc c'était une petite parenthèse qui me permet de te rappeler ce qu'est le module d'un vecteur, et qui me permet aussi d'insister sur le fait que le module d'un vecteur peut être obtenu à partir du produit scalaire de ce vecteur avec lui-même. Il suffira d'en prendre la racine pour obtenir le module lui-même. Voilà. On va maintenant voir d'autres propriétés. Admettons que je prenne le vecteur B maintenant, perpendiculaire au vecteur A. Perpendiculaire, donc c'est mis le symbole par ici, autrement dit, l'angle θ cette fois-ci vaut 90 degrés. Or, on sait que le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc je dois mettre 0 ici, tout simplement. Et donc, le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires, tu vois qu'en toutes circonstances, ça donnera 0. Quand deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire est nul. C'est une propriété très, très importante. Tu verras qu'elle pourra te servir à résoudre énormément de problèmes, notamment dans le domaine de la géométrie, comme tu le verras dans quelques minutes. Voilà. Alors, une dernière remarque ici. Si maintenant l'angle est plus grand que 90 degrés, voilà, la situation est représentée ici. Quand θ est plus grand que 90 degrés, on sait que le cosinus est négatif. Le cosinus est négatif, ça veut dire que le produit scalaire aussi sera négatif. Il faudra bien sûr tenir compte de ça. Donc, quand j'écris ici B cosinus θ, le B cosinus θ, qu'on interprète comme la projection donc, de B sur A, voilà, la projection de B sur A, c'est B cosinus θ. Il faudra bien tenir compte du signe. Quand B fait un angle avec A qui dépasse 90 degrés, on va considérer que sa projection est négative. Quand la projection se fait dans une direction opposée au vecteur A, on a bien un produit scalaire qui sera négatif. Voilà. C'est important donc à bien comprendre pour pouvoir bien maîtriser, bien sûr, le produit scalaire. Alors, comme je t'avais dit, on va maintenant pouvoir, grâce à ces propriétés du produit scalaire, résoudre des problèmes en utilisant donc le produit scalaire comme un outil mathématique. Exactement comme le font les scientifiques pour résoudre une multitude de problèmes de haut niveau. Ici, je vais résoudre un petit problème de géométrie élémentaire. Je vais considérer deux vecteurs, donc dans un repère cartésien, c'est-à-dire que j'en connais les composantes. Voilà, j'ai le vecteur 1, 3 pour le vecteur A, le vecteur 2, 1 pour le vecteur B. Et ce que je te propose ici, c'est de calculer l'angle entre ces deux vecteurs. Alors tu reconnaîtras que, pris comme ça, la réponse n'est pas immédiate. Quel est l'angle entre ces deux vecteurs? À part faire une mesure avec ton rapporteur, tu es un petit peu perdu, tu ne vois pas trop comment faire. Moi, je veux une valeur exacte ici, qui ne soit pas une mesure, mais qui soit une valeur exacte obtenue par calcul. Et bien pour ça, on va utiliser le produit scalaire, comme je l'ai proposé depuis l'introduction au produit scalaire. On peut effectivement utiliser le produit scalaire comme outil mathématique. Donc voilà, mon but est de calculer θ, donc la première formule à laquelle je pense, bien sûr, c'est la formule géométrique du produit scalaire, A fois B fois cosinus θ. J'espère à partir de là pouvoir calculer l'angle θ. Et bien sûr,
Ben, avec ça, je ne peux rien faire, parce que voilà, je pourrais bien sûr calculer le produit scalaire A et B grâce aux connaissances des composantes, et ensuite calculer les modules, et donc obtenir le cosinus de θ. Okay, donc je ne peux rien faire sans considérer bien sûr la forme algébrique du produit scalaire. Et donc j'ai considéré cette forme algébrique pour calculer donc ce A fois B. AX, BX, AX, BX, ça va faire 1 fois 2, ça me fait 2, plus 3 fois 1, AY, BY, hein, c'est bien 3 fois 1, ça me fait bien 2 plus 3, ça me fait 5. Okay, le produit scalaire de A par B me donne 5, c'est bien un nombre, c'est bien un produit scalaire. 5 est un scalaire, puisque c'est un réel. Voilà. Donc, ben voilà, je sais maintenant donc que ce produit vaut 5. Et donc, il me suffit maintenant d'exprimer les modules de A et de B, de les calculer, pardon. Comme j'ai les composantes, ben je peux calculer le module de A. Le module de A, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ben, on l'a vu juste précédemment. Hein. On sait que le module, ben, il est donné par Pythagore. C'est la racine de la somme des composantes au carré. C'est racine de 1 au carré plus 3 au carré. 1 au carré, ça fait 1. 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 1, 10. C'est donc bien la racine de 10 que j'obtiens. Racine de 10, c'est le module de A. Pour B, qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, ce sera la racine de 2 au carré plus 1 au carré. 2 au carré, 4 plus 1 au carré, 1. C'est donc bien racine de 5 que j'obtiens ici. Et voilà. Avec ça, ben, tu vois bien que je vais pouvoir dégager la valeur du cosinus de θ. Il me suffit d'exprimer que ce produit scalaire que je viens de calculer de manière géométrique ici, qui vaut donc racine de 10 fois racine de 5, si je regroupe 5 et 10 dans la racine, j'ai bien racine de 50. Ce produit scalaire vaut donc bien racine de 50 fois le cosinus de θ. Et je sais que ce produit scalaire est égal à 5 également. Et donc je le mets. Et donc je vois que le cosinus de θ vaut 5 sur racine de 50. Et voilà, plutôt que de sauter sur ma calculette ici, ben, je vais essayer de résoudre ça de manière un petit peu astucieuse. Hein, je suis un petit peu paresseux, si je n'ai pas envie d'utiliser ma calculette. Je vais écrire 5 comme étant racine de 25. C'est pas mal ça, parce que ça me fait apparaître racine de 25 sur racine de 50, c'est-à-dire racine de 25 sur 50. Et racine de 25 sur 50, ben, c'est tout simplement racine de 1,5. 50, c'est bien 2 fois 25. Voilà. Alors, racine de 1,5, ça ne te dit peut-être pas grand-chose, mais je vais de nouveau décomposer la racine ici. J'aurai racine de 1 sur racine de 2, ça me fait 1 sur racine de 2. Ça commence à te rappeler quelque chose, ceci. Hein, les mathématiciens n'aiment pas mettre des racines au dénominateur, mais je vais faire comme eux. Je vais multiplier par racine de 2 au-dessus et en dessous. J'aurai donc racine de 2 ici, et racine de 2 fois racine de 2 en dessous, c'est-à-dire 2. Et racine de 2 sur 2, ça te rappelle certainement quelque chose. Ben, c'est tout simplement le cosinus de 45 degrés. Et tu viens de comprendre que θ ici vaut 45 degrés. C'est ce que je note ici. Et ça, tu reconnaîtras que ce n'était pas évident d'emblée. Ce n'était pas évident de voir qu'entre le vecteur 2, 1 et entre le vecteur 1, 3, on a 45 degrés. Et bien voilà, donc on a pu résoudre ce petit problème de géométrie grâce au produit scalaire. Le produit scalaire a été utilisé comme un outil de calcul, un outil mathématique réellement utile. Voilà. Un deuxième problème ici, ça va être de trouver un vecteur. Donc tu vois que j'ai fait disparaître le vecteur A, parce que je vais chercher un vecteur A qui est perpendiculaire au vecteur B. Le vecteur B, lui, n'a pas changé, c'est toujours le vecteur 2, 1. Et je voudrais trouver un vecteur A, mais qui soit perpendiculaire ici au vecteur B, c'est-à-dire qui forme un angle de 90 degrés avec le vecteur B. Alors pour ça, je vais utiliser les propriétés du produit scalaire. Rappelle-toi, on a appris il y a quelques minutes que le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires, c'est tout simplement nul. Le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires fait apparaître l'angle de 90 degrés, et donc on aura bien 0, tout simplement, comme résultat. Voilà, j'ai 0 ici, pour le produit scalaire, qui est écrit sous forme algébrique. De nouveau, je passe de la forme géométrique à la forme algébrique pour résoudre mon problème. Je dois juste remplacer bx et by par leurs valeurs, c'est 2 et c'est 1 pour les composantes en x et en y, voilà, je les ai remplacées. Et maintenant, il me suffit de prendre un petit peu de recul par rapport à cette expression et de trouver une valeur de ax, une valeur de ay qui satisfait cette égalité. Si je trouve des nombres ax et ay qui me donnent 0 ici, eh bien je sais que le vecteur qui sera représenté par les composantes ax et ay sera perpendiculaire à b. Alors voilà, je te laisse un petit peu réfléchir. Qu'est-ce que tu prendrais, toi, comme valeur pour que ax fois 2 plus ay fois 1 soit égal à 0? Je te laisse choisir. Que vaut ax pour toi? Que vaut ay?
Tu as trouvé? Voilà, ben moi je te propose ceci. Je te propose de prendre pour A x moins 1, je ne sais pas si c'est ce que tu avais choisi, et pour A y, je vais choisir 2. Comme ça, effectivement, hein, si j'ai moins 1 fois 2, j'ai bien moins 2, plus 2, qui me donnera bien 0. Je satisfais bien l'égalité. Eh bien, je sais que le vecteur moins 1, 2, que je viens de faire apparaître ici, moins 1, 2, c'est tout simplement le vecteur A, qui est bien perpendiculaire au vecteur B. J'en suis sûr. Pourquoi? Parce que moins 1 fois 2 plus 2 fois 1, ça fait bien 0. Voilà, j'ai bien utilisé le produit scalaire comme outil de calcul, comme outil mathématique. Voilà, alors tu peux bien imaginer que ce produit scalaire, il est bien maîtrisé par les scientifiques pour pouvoir l'exploiter au sein de formules aussi fondamentales que celles qui sont représentées ici. Donc voilà, n'oublie peut-être pas d'aller voir la séquence consacrée à la division par un vecteur qui ne peut pas se faire. On ne peut pas diviser par un vecteur, c'est encore important d'aller bien voir celle-là pour vraiment compléter l'image que tu vas avoir du produit scalaire. C'est important donc avant de pouvoir l'utiliser pleinement pour résoudre des problèmes. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.